Imaginez notre planète peuplée par un très petit nombre d'êtres humains. À peine quelques milliers. Des individus qui appartiennent à une espèce relativement nouvelle et qui sont entièrement à la merci des forces naturelles qui les entourent. C'est la situation dans laquelle se trouvait Homo sapiens il y a 140 000 ans, quasiment au bord de l'extinction. Malgré tout, notre espèce a fini par coloniser la planète, évinçant d'autres espèces archaïques déjà présentes sur Terre, comme Homo erectus et Homo neanderthalensis. L'homme moderne exploite son habitat de façon agressive. Quand il migre vers le Moyen-Orient, Homo erectus disparaît. Quand il continue vers l'Europe, l'homme de Néandertal disparaît. Pendant près de 400 000 ans, les Néandertaliens ont vécu en Europe lors de la troisième période de glaciation. Chasseurs exceptionnels, ils possédaient un cerveau plus gros que le nôtre et leur espèce a prospéré 2 fois plus longtemps que la nôtre. Jusqu'à ce que Homo sapiens arrive, ils étaient les humains les plus évolués sur Terre. Puis ils ont disparu. Pourquoi? Nous commençons à trouver des éléments de réponse. La mâchoire d'un enfant vieux de 100 000 ans a permis de mettre en évidence ce que nous avons et qui leur faisait défaut. Nous devons établir les différences entre Néandertal et nous, ce que nous avons de spécial par rapport à lui. Était-ce une compétence physique ou un nouveau mode de pensée? Cette question est fondamentale pour comprendre ce qui fait de nous des hommes. Pour tenter d'en savoir davantage, nous devons voyager dans le temps jusqu'aux origines de l'humanité. Prenez la durée totale de l'histoire écrite de l'humanité, soit environ 5000 ans. Vous remontez aux pyramides égyptiennes, multipliez par 2, 10 000 ans. La domestication des plantes et les débuts de l'agriculture. Multipliez encore par 2, 20 000 ans. Les fresques pariétales saisissantes des chasseurs de l'âge glaciaire. Multipliez par 2 encore 6 fois, et nous voici il y a environ 1 300 000 ans. Nous allons découvrir le monde d'Homo erectus, l'ancêtre de l'homme moderne. Homo erectus est apparu dans les plaines d'Afrique il y a près de 2 millions d'années. C'est le premier hominidé dont le corps ressemble au nôtre. Chasseur-cueilleur, il fabrique des outils en pierre, vit en petits groupes et fait preuve d'une certaine sollicitude envers les siens. Le plus célèbre d'entre eux est un fossile baptisé le garçon du Turkana. Le garçon du Turkana et ses ancêtres représentent un stade décisif dans notre évolution. Ce moment où nous ne sommes pas encore complètement des hommes, mais déjà plus des singes. Victor Dick réalise des sculptures d'hommes archaïques en s'inspirant de vestiges fossiles. Alors qu'il reconstruit la tête du garçon du Turkana, des traits simiesques apparaissent. Des arcades sourcilières protubérantes, une mâchoire courte et proéminente, un crâne plus petit que le nôtre. Malgré ces différences, le garçon du Turkana commence vraiment à ressembler à un être humain. Et derrière ses yeux, l'esprit aussi s'humanise. Avec le garçon du Turkana, on a l'émergence de sentiments et de comportements complexes. Ce sont les prémices de l'essence de la nature humaine. C'est probablement Homo erectus qui, le premier, a quitté l'Afrique il y a presque 2 millions d'années. Depuis ce jour, le continent africain a été le moteur de notre évolution. C'est de là que sont parties les vagues successives d'hommes archaïques qui ont peuplé l'Europe et l'Asie. En colonisant des contrées lointaines, ces hominidés ont peu à peu développé des caractéristiques spécifiques. Une première vague migratoire a donné naissance en Indonésie à l'extraordinaire Homo floresiensis.
surnommé le Hobbit, peut-être une sous-espèce naine d'Homo erectus. Une deuxième vague a conduit nos ancêtres en Chine, où l'on a mis au jour des fossiles datant de plus de 700 000 ans. Peu après, une troisième vague est partie d'Afrique, mais pour l'Europe cette fois. Il s'agit de l'espèce qui est à l'origine de l'homme de Néandertal. Depuis la découverte du premier crâne de cette espèce près de Heidelberg, en Allemagne, ses représentants ont été baptisés Homo heidelbergensis. Mais on ne savait pratiquement rien d'eux jusqu'à une avancée capitale au début des années 1980. Le massif d'Atapuerca, dans le nord de l'Espagne. Ces collines se sont révélées une mine d'or archéologique. Il y a plus d'un siècle, la construction d'une ligne de chemin de fer avait mis au jour une partie de ce site. Des décennies plus tard, les archéologues ont constaté que les travaux avaient dégagé des habitations vieilles de plus d'1 million d'années, ainsi que les fossiles humains les plus anciens d'Europe. Non loin de là, sur une crête, ils ont également remarqué l'entrée de plusieurs grottes. Il a fallu des années pour les explorer, mais le résultat a été à la hauteur des attentes. Les scientifiques ont trouvé un labyrinthe de chambres et de corridors qui s'enfonce profondément sous les collines et se termine par un des sites archéologiques les plus difficiles d'accès du monde, une mine de fossiles humains baptisée la Cima de los Huesos, la fosse aux os. Voilà l'entrée du réseau. La fosse elle-même est très loin. Ça fait un bon bout de chemin, et par endroits il faut ramper. Ce n'est pas facile d'y travailler. Aujourd'hui, qu'il y avait peut-être des squelettes. Il n'y a pas un Pour Juan Luis Arzuaga, ils ont été déposés là intentionnellement. Contrairement à aujourd'hui, il y a 500 000 ans, la fosse aux os était à ciel ouvert. Et Homo heidelbergensis en avait fait un site d'enterrement primitif des morts. On a même retrouvé un indice d'un possible rite funéraire. Parmi les fossiles, Juan Luis Arzuaga a découvert un seul artefact, un biface en quartzite rouge. Une roche qui a certainement été apportée de très loin. Les archéologues le baptisent Excalibur, du nom de la légendaire épée du roi Arthur. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'une offrande, d'un objet symbolique. S'ils ont raison, l'espèce qui vivait ici avait un esprit complexe, propre à exprimer une croyance.
Il y a un demi-million d'années, ces populations européennes étaient capables de planifier. Elles avaient une conscience, un esprit humain et manifestaient un comportement symbolique. On croyait jusque-là que ces qualités étaient propres à Homo sapiens et que les preuves les plus anciennes d'un tel comportement étaient les peintures rupestres vieilles de 30 000 ans découvertes dans les grottes du sud de la France. Les vestiges mis au jour sur le site d'Atapuerca pourraient situer cette évolution mentale quelques 500 000 ans plus tôt. Homo heidelbergensis va continuer d'évoluer vers l'espèce qui a finalement colonisé toute l'Europe. Homo neanderthalensis. De toutes les espèces archaïques, l'homme de Néandertal est le plus proche de nous. Son cerveau était légèrement plus gros que le nôtre. Grâce à un corps petit et trapu, il a pu survivre aux glaciations successives. C'était un chasseur qui se nourrissait du gros gibier présent à la lisière des immenses glaciers qui recouvraient l'Europe et l'Asie centrale. Lorsqu'on découvre les premiers fossiles de néandertaliens, Darwin n'a pas encore publié son ouvrage sur l'origine des espèces. L'idée que l'homme moderne puisse descendre de forme plus primitive suscite un véritable tollé. Il s'agit du crâne d'Angie II. C'est le premier fossile néandertalien qui ait jamais été trouvé au monde. Il a été découvert à la fin de 1829 ou au début de 1830 par Schmerling, un médecin liégeois. Pour beaucoup, les Néandertaliens n'étaient que des hommes malades et difformes. Puis, à mesure que les idées évolutionnistes s'imposent, les scientifiques commencent à se demander s'il n'était pas le fameux chaînon manquant entre le singe et nous. Au début du XXe siècle, l'homme de Néandertal est considéré comme une sorte de singe. Mais depuis, des centaines de fossiles ont été mis au jour, révélant des similitudes physiques troublantes entre eux et nous. Dans les années 1970, on a assisté à la réhabilitation des Néandertaliens. Et aujourd'hui, on les voit davantage comme des humains. Pour autant, pensaient-ils et agissaient-ils comme nous? Aujourd'hui, c'est grâce au reste d'un jeune garçon mort il y a 100 000 ans que les spécialistes tentent de percer les mystères de l'esprit néandertalien. La vallée de la Meuse, en Belgique. C'est dans ces grottes qu'on a découvert les premiers fossiles d'Homo neanderthalensis il y a 150 ans. Ils ont livré bien des secrets sur l'environnement de cette espèce. Depuis plus de 20 ans, Michel Toussaint et Dominique Bonjean effectuent des fouilles dans la grotte de Skladina, à Sclin, en Wallonie. Millimètre par millimètre, ils ont passé au crible les débris qui comblaient la grotte. Un travail de titan finalement récompensé. J'ai eu la chance d'être présent le jour où un de mes étudiants a découvert l'enfant de Néandertal. Quand on a vu ce que c'était, on n'arrivait pas à y croire. C'est la mandibule d'un jeune garçon mort il y a 100 000 ans. Tout près de là, ils mettent au jour d'autres fragments d'os et des dents et parviennent à reconstituer la mâchoire presque complète. Depuis, ils tentent de se faire une idée du quotidien de l'enfant de Sclin. Ils savent qu'il vivait dans les bois et les grottes de la vallée de la Meuse. Il habitait sans doute avec sa famille élargie. Son père lui avait déjà enseigné l'art de la chasse. Mais que pouvons-nous connaître d'autre sur son mode de vie?
Aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de déchiffrer les nombreux renseignements que renferment ces os. Michel Toussaint emporte un fragment de la mâchoire dans l'un des rares endroits au monde où l'on peut effectuer ce genre d'analyse. Le département de l'évolution humaine de l'Institut Max Planck à Leipzig, en Allemagne, compte parmi les plus sophistiqués du monde. La mandibule de l'enfant de Sclin est balayée par un scanner à très haute résolution, ce qui permet aux chercheurs d'étudier la structure interne des dents et des os. Voilà la mandibule qu'on a scannée hier. Ensuite, on a reconstitué ce qu'on appelle un modèle de surface, c'est-à-dire une représentation informatique virtuelle. Ainsi, on peut séparer toutes les dents de l'os. Les caractéristiques qu'on dégage montrent les similitudes, mais aussi les différences qui existent entre les Néandertaliens et nous. Les dents d'enfant sont des fossiles particulièrement recherchés en archéologie, car elles sont les seules à pouvoir nous renseigner sur la vitesse de croissance d'une espèce. Quand on examine le schéma de sortie des dents, selon les modèles actuels, l'enfant de Sclin devait avoir 11 ou 12 ans. La deuxième molaire est presque complètement sortie. Mais quand on a analysé les structures internes de l'émail et de la dentine, on a constaté qu'il était beaucoup plus jeune. On sait que quand il est mort, il avait à peu près 8 ans. L'enfant de Sclin nous ressemblait beaucoup. Mais il est probable que sa croissance a été beaucoup plus rapide. Cela signifie que le développement de son cerveau et son temps d'apprentissage étaient plus réduits. Peut-on en déduire que l'homme de Néandertal était moins intelligent que nous? La réponse se trouve à l'intérieur de son crâne. Les moulages endocrâniens des Néandertaliens ont révélé que leur cerveau présentait de nombreuses similitudes avec le nôtre. Quand on étudie un moulage endocrânien de Néandertal, on s'aperçoit que le lobe frontal n'est pas différent de celui d'Homo sapiens. L'aire de Broca, la région qui gère l'aspect moteur du langage, a la même forme que chez nous. Donc la partie frontale du cerveau néandertalien est semblable à la nôtre. Et le reste? Aujourd'hui, des chercheurs comme Katerina Avarti mesurent les crânes fossiles avec une précision accrue. Pour cela, ils utilisent un instrument spécial qui permet de numériser les crânes et de recréer une image parfaite en 3D. On sait depuis longtemps que Néandertal ne ressemblait pas physiquement à l'homme moderne. Mais la question qu'on se pose est, que signifient ces différences? Voici une image numérisée en 3D de notre crâne, caractérisée par sa calotte haute. Par contraste, le crâne de Néandertal est bas et allongé, ce qui pourrait indiquer que son cerveau avait une autre forme. Chez lui, les lobes pariétaux et temporaux étaient peut-être légèrement plus petits. Une différence infime, mais qui aurait pu avoir des conséquences énormes sur leur capacité cognitive. Certaines régions des lobes pariétaux et temporaux jouent un rôle très important, en particulier en ce qui concerne le langage, la mémoire et le souvenir des repères dans l'espace. La taille réduite de ces régions dans le cerveau néandertalien pourrait être un signe d'une capacité de pensée limitée. Mais la mâchoire de l'enfant de Sclin nous apprend bien d'autres choses. À l'Institut Max Planck, Michael Richards fouille encore plus profondément dans la microstructure de l'os afin d'établir le régime alimentaire du jeune garçon.
Tout ce que nous mangeons laisse dans notre corps une signature chimique qui s'inscrit dans les protéines osseuses. On mesure ces signatures chimiques, ce qui nous permet de remonter le temps et d'affirmer « voilà de quoi cet humain s'est nourri ». Michael Richards a ainsi établi que les Néandertaliens étaient presque exclusivement carnivores, même si les fruits, les baies et les racines comestibles ne manquaient pas dans leur environnement. On retrouve très peu de traces de protéines végétales. Apparemment, ils ne mangeaient pas de poissons. Ils chassaient de grands herbivores comme les bisons, les rennes. Leur régime carné était plus proche de celui d'un prédateur comme le loup que de celui d'un humain, et ils avaient tous le même, indépendamment de la région où ils vivaient. On a analysé le spécimen type découvert en Allemagne, les fossiles de Skladina, de France et ceux de Croatie vieux de plus de 100 000 ans. Partout, ils mangeaient pareil. Les os de l'enfant de Sklin et de son espèce ont fourni des renseignements importants sur le comportement des Néandertaliens. Par exemple, ils chassaient du gros gibier. Et ils ont continué à le faire pendant des centaines de milliers d'années, ce que confirme leur technologie. La technologie de l'homme de Néandertal était rudimentaire. Il n'y a pas beaucoup de leurs outils qu'on ne puisse pas fabriquer en quelques minutes. Ils n'avaient ni lance ni flèche, alors même qu'ils chassaient de gros animaux. Aucun de leurs outils de pierre n'a une taille et une forme adéquates pour servir de projectile. Ils sont trop gros. C'étaient des couteaux ou des pointes à enfiler sur une pique. Cela signifie qu'ils devaient s'approcher très près de leur proie pour la tuer. Une méthode particulièrement dangereuse. La plupart des squelettes masculins présentent des fractures multiples. La vie d'un néandertalien était difficile et courte. Les fossiles ont montré que très peu survivaient au-delà de 30 ans. Mais leur espèce s'est maintenue pendant près de 400 000 ans, soit 2 fois plus longtemps que la nôtre, jusqu'à présent. Puis un jour, il y a 25 000 ans, elle a disparu. Passé cette période, on ne trouve plus aucune trace d'elle dans les vestiges fossiles. Qu'est-il arrivé? Pour le savoir, nous devons retourner en Afrique. Dans la vallée du Rift, théâtre d'une grande partie de l'évolution humaine. C'est ici, il y a plusieurs millions d'années, que l'aventure a commencé avec des hominidés bipèdes comme Lucie. C'est ici aussi, il y a à peine plus d'1 million d'années, que le garçon du Turkana et les siens, dotés d'un cerveau et d'un corps plus grand, ont formé les premiers clans de chasseurs-cueilleurs. Ici encore que l'on a mis au jour le crâne d'une nouvelle espèce apparue il y a 200 000 ans, le dernier des hominidés, Homo sapiens. Homo sapiens ne nous ressemble pas encore totalement. Ses arcades sourcilières sont un peu plus proéminentes, sa face un peu plus massive, et sa technologie est encore très simple. Les outils de pierre des Néandertaliens et d'Homo sapiens sont identiques. On ne peut pas distinguer qui a fait quoi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait de nous les êtres pleins de ressources que nous sommes devenus? Tous les indices semblent indiquer un bouleversement climatique. On est entré dans l'une des pires glaciations jamais recensées. Il y a 200 000 ans, les glaciers descendent vers le sud. En Afrique, des sécheresses terribles transforment la majeure partie du continent en désert. C'est un double coup dur qui frappe les populations africaines. Et elles commencent à diminuer.
Le généticien Spencer Wells pense que ces peuples archaïques ont laissé leur empreinte dans nos gènes grâce à ce qu'on appelle l'effet de goulot. En apparence, nous sommes différents, mais sur le plan génétique, nous sommes identiques à 99,9%. L'ADN des chimpanzés, des gorilles et des orang-outans affiche entre 4 et 10 fois plus de différence. Ce manque de diversité de l'ADN humain est un indice de la crise qui a peut-être été fatale à des espèces entières. À un moment donné, nous avons perdu cette diversité. Imaginez que ces bonbons représentent la population humaine initiale. Quelles sont les conséquences de l'effet de goulot? Seules quelques lignées parviennent à survivre, ce qui engendre une diminution de la taille de la population. Toute personne vivante aujourd'hui est le descendant de ces êtres humains. Or, on n'a pas là-dedans toutes les couleurs des bonbons du bocal. C'est l'effet de goulot. On descend tous d'un petit nombre d'individus qui ont réussi à franchir le goulot. Les études paléoclimatiques montrent qu'il y a 140 000 ans, la majorité des forêts tropicales en Afrique sont devenues inhabitables. Nos ancêtres ont été contraints de se réfugier sur les côtes et les plateaux. On pense qu'il n'y avait que 4 à 6 régions en Afrique où les chasseurs-cueilleurs pouvaient survivre. Nos ancêtres se sont donc trouvés dans une situation où ils ont failli disparaître. Les archives génétiques montrent que nous descendons tous d'une petite population composée d'environ 600 individus. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur le nombre et la date approximative. Mais il semble que tous les peuples sur Terre aient pour ancêtre une population extrêmement réduite, originaire d'Afrique. D'après Curtis Marianne, elle vivait sur le littoral d'Afrique du Sud, un environnement qui l'a obligée à évoluer. À Pinnacle Point, le paléoanthropologue a découvert une grotte utilisée par les premiers ancêtres d'Homo sapiens pendant cette période de sécheresse extrême. Elle regorge de vestiges qui témoignent d'un mode de pensée et d'un comportement nouveau. On y a notamment trouvé la preuve que ces hommes se nourrissaient des produits de la mer. Cette matière noirâtre, c'est la cendre provenant d'un foyer. Et elle est principalement constituée de coquillages brûlés. De toute évidence, on a fait cuire de nombreux fruits de mer à cet endroit précis. Il y a 76 000 ans, quelqu'un s'est tapé un beau plateau de fruits de mer ici. Initialement carnivore, cette population a diversifié son régime alimentaire. Chose dont nos ancêtres les plus anciens n'auraient pas été capables. Si on sort ramasser des coquillages au mauvais moment, c'est la mort assurée. Il faut être capable de calculer ce moment, de façon à savoir quand s'aventurer sur la plage. Autrement dit, à marée basse. Mais pour cela, il est utile de comprendre les cycles lunaires. La période idéale, c'est quand les coquillages sont à découvert. L'océan se retire jusque là-bas, au niveau du rocher. Un chasseur-cueilleur intelligent utilise la Lune pour déterminer à quel moment il peut aller ramasser des fruits de mer. Les hommes qui vivaient à Pinnacle Point ne se contentaient pas de ramasser des coquillages. Ils chassaient aussi, dans les plaines qui bordaient la côte, et ils récoltaient des baies et des racines, un mode de vie qui reflète une inventivité nouvelle. L'utilisation systématique des ressources côtières suggère une certaine complexité cognitive. Nos ancêtres ont occupé ces grottes pendant plus de 140 000 ans, laissant derrière eux des archives étonnantes de leur évolution.
Ce site témoigne d'une évolution dans la production des outils en pierre. Dans le bas de la séquence stratigraphique, il les taillait dans ce quartzite grossier. Et puis, il y a 71 000 ans, ce qui correspond à cette strate, ils ont utilisé de la silcrète pour faire des lames longues et effilées. Avant, ils faisaient chauffer la roche dans le feu, ce qui facilitait la taille d'éclat. Et ça, c'était 40 000 ans plus tôt que les vestiges similaires retrouvés partout ailleurs dans le monde. La technologie de nos ancêtres commence à se diversifier. Du simple biface multi-usage, il passe à toute une variété d'outils spécialisés. Ensuite, ils ont fabriqué des outils dotés d'une pointe pour perforer. D'autres avaient une extrémité ciselée pour découper. Ces outils leur permettent de mieux tirer parti de leur habitat. Mais ce n'est pas le seul changement. À ce stade, les outils en pierre commencent à prendre une valeur symbolique. Ils ont un aspect plus complexe qu'il n'est nécessaire. Ils ne servent plus seulement à couper, ils renseignent aussi sur le statut social de leurs propriétaires. Une conscience symbolique nouvelle est en train d'émerger. La première manifestation d'art décoratif a été mise au jour sur le site de Blombos, une autre grotte qui surplombe la côte sud-africaine. On y a retrouvé des blocs d'ocre gravés. Pendant qu'on effectuait des fouilles dans cette zone là-bas, on est tombé sur un bloc d'ocre. En brossant la surface, on s'est rendu compte qu'il y avait un motif sur un des côtés. Après l'avoir regardé plus en détail à la lumière, on a pu distinguer des traits obliques sur toute la surface plane, mais aussi des lignes horizontales, en haut, au milieu et en bas. Vous imaginez notre excitation. On ne s'attendait pas à découvrir une sorte d'image symbolique dans des strates qui remontent à 75 000 ans. Ça a été une surprise énorme. À Blombos, les chercheurs ont aussi trouvé des coquillages percés d'un trou, ce qui laisse supposer qu'ils étaient enfilés sur un collier. Nos ancêtres portaient donc des ornements et se peignaient vraisemblablement le corps. Ce qui est très important ici, c'est que pour la toute première fois, on a la preuve que des hommes stockaient des informations ailleurs que dans leur cerveau. C'est la naissance d'un nouveau type de culture humaine. Plus complexe, mais plus facile à transmettre de génération en génération. Il y a 60 000 ans, nos ancêtres maîtrisent une nouvelle technologie et une nouvelle culture. La sécheresse qui règne depuis des milliers d'années les a obligés à évoluer. Désormais, ils sont prêts à partir explorer le monde. À mesure que le climat s'améliore, ils commencent à quitter l'Afrique. Peut-être sont-ils surpris de découvrir des continents peuplés par d'autres espèces humaines, arrivées là lors de migrations antérieures. Tandis qu'ils s'enfoncent en Asie, qui sait s'ils n'ont pas croisé Homo erectus ou le minuscule Hobbit? Rien ne le prouve. Mais il est en revanche une espèce qu'ils ont à coup sûr rencontrée. Alors qu'une nouvelle vague migratoire remonte du Moyen-Orient vers l'Europe, ces hominidés sont forcément tombés sur les Néandertaliens. Comment la rencontre s'est-elle soldée? Pendant des années, les paléontologues ont supposé que les premières populations d'hommes modernes avaient fini par absorber les Néandertaliens par métissage.
Si c'est le cas, il devrait encore y avoir dans nos gènes des traces de l'ADN d'Homo neanderthalensis. La chose était impossible à vérifier jusqu'au jour où des chercheurs de l'Institut Max Planck se sont lancés dans une aventure audacieuse. Le séquençage du génome de l'homme de Néandertal. Le génome humain contient environ 3 milliards de bases chimiques, les A, T, C et G, qui constituent nos gènes. Établir sa cartographie a déjà été un processus complexe. Mais l'idée de faire celle d'une espèce disparue depuis aussi longtemps semblait inenvisageable. Cela n'a pourtant pas découragé Svante Pääbo. Premier problème, comment prélever de l'ADN sur des os de néandertaliens vieux de plus de 30 000 ans? Comme l'ADN se dégrade de façon régulière au fil du temps, dans la plupart des cas, il n'en reste que d'infimes fragments. Mon équipe travaille depuis plus de 20 ans à la mise au point de techniques pour prélever l'ADN des fossiles et des os anciens. Et on a toujours rêvé d'y parvenir avec l'homme de Néandertal, notre plus proche parent. Après avoir pris un maximum de précautions pour éviter tout risque de contamination, les chercheurs parviennent enfin à isoler le premier fragment d'ADN de Néandertalien. Aujourd'hui, le rêve de Svante Pääbo s'est réalisé. Son équipe et lui ont décodé 60% du génome de l'homme de Néandertal. Désormais, les scientifiques du monde entier peuvent le comparer avec des éléments clés du génome humain. Ce travail a déjà permis de pénétrer plus profondément dans le cerveau de l'homme de Néandertal, grâce au gène baptisé FOXP2. À notre connaissance, c'est le seul associé au développement de la parole et du langage. On le sait parce que si une seule base se perd au cours d'une mutation, on souffre de graves troubles de la parole. Lorsqu'il a été découvert, le gène FOXP2 a suscité l'enthousiasme. Car même s'il est présent chez de nombreux animaux, la version humaine est unique en son genre. Certains y ont vu le gène du langage. Depuis, nous savons que le phénomène complexe du langage est contrôlé par un grand nombre de gènes. Mais les chercheurs s'accordent sur le fait que la version humaine de FOXP2 est étroitement liée à certaines capacités motrices nécessaires à la parole articulée. On s'est bien sûr demandé s'il existait chez l'homme de Néandertal. Et on a trouvé un gène identique au nôtre. Cela signifie qu'en dépit de leurs limitations mentales, l'enfant de Sclin et les siens aurait pu parler. Si nous partageons cette aptitude au langage avec les Néandertaliens, se peut-il que nous l'ayons hérité d'une même source, un ancêtre commun qui aurait donné naissance aux deux espèces? Et dans ce cas, qui était cet ancêtre? Grâce à la technique de l'horloge moléculaire fondée sur le rythme constant de mutation de l'ADN, les scientifiques sont désormais en mesure de le savoir. En comptant les différences entre le code génétique de l'homme de Néandertal et le nôtre, en comparant simplement les A, les T, les C et les G, on peut calculer depuis combien de temps les deux espèces sont divergées. On a pu établir à quel moment, à partir d'une population commune, certains individus ont évolué pour devenir des hommes modernes et d'autres des Néandertaliens. Cela s'est passé dans une fourchette de 300 à 400 000 ans. Cette période correspond à celle où vivaient les hominidés qui, après avoir quitté l'Afrique il y a 500 000 ans, enterraient leurs morts dans les collines du nord de l'Espagne. Ceux qui ont laissé dans la fosse le fameux biface en quartzite rouge. Homo heidelbergensis, dont nous savons à présent qu'il était un de nos ancêtres.
En Europe, il donne naissance aux Néandertaliens. En Afrique, les groupes qui n'avaient pas migré évoluent en une nouvelle espèce, Homo sapiens. Le séquençage ADN a donc montré que nous partagions un ancêtre commun avec Homo neanderthalensis. Mais reste-t-il des traces de ce dernier dans nos gènes? Une preuve que son espèce a été absorbée par la nôtre au fil des métissages? Certains affirment qu'il existe des hybrides de néandertaliens et d'hommes modernes, mais on n'a pas retrouvé de preuves dans les archives génétiques. Le fait est que l'homme de Néandertal a été remplacé par une autre espèce et qu'au bout d'une période assez courte, il disparaît complètement en Europe. Aujourd'hui, on ne trouve aucune trace de gènes néandertaliens. En l'absence de preuves, un autre scénario semble plus probable. À mesure que notre population s'est agrandie, nous avons chassé Homo neanderthalensis de son habitat naturel. L'homme moderne exploite son habitat de façon agressive. Il est apparemment capable de faire un tas de bébés qui ont un taux de survie élevé. La croissance démographique est un facteur crucial de l'adaptation humaine. L'arrivée d'Homo sapiens n'est pas le seul problème auquel l'homme de Néandertal doit faire face. L'Europe est en proie à de violents changements climatiques. Les Néandertaliens sont déjà dans une situation critique. La densité de leur population était vraisemblablement très faible. Et ce, pour une bonne raison. Leur technologie est limitée, alors que leurs besoins énergétiques sont énormes. Ils étaient grands, ils avaient un gros cerveau et vivaient dans un environnement très froid. On a estimé leur dépense énergétique journalière à 5000 calories, c'est-à-dire autant qu'un cycliste du Tour de France. Plus élancé et plus grand, l'homme moderne a des besoins énergétiques plus modestes et il dispose d'outils toujours plus perfectionnés. Il a commencé à mettre au point une technologie révolutionnaire, les armes de jet. Il y a deux types de lances. La pique en bois, grande et lourde, utilisée par l'homme de Néandertal, et la lance légère avec une pointe en os d'Homo sapiens. Ces armes sont très différentes. La pique est efficace à courte distance. Comme elle est lourde, on ne peut pas en tenir beaucoup dans une main. La lance à pointe d'os est plus légère, plus résistante, et a une portée supérieure. Elle a permis à nos ancêtres de chasser une plus grande variété d'animaux, et donc de coloniser une niche écologique plus vaste. Du fait de son poids, la pique a une portée moins grande. Ça revient à chasser avec un pistolet, alors que la lance équivaudrait à un fusil semi-automatique. Forcément, c'est plus efficace. Grâce à ces armes de jet, l'homme moderne peut s'attaquer à un plus grand nombre d'espèces en courant moins de risques. L'homme moderne a tendance à trop solliciter son environnement, à le presser comme un citron pour en extraire tout ce qu'il peut. Cette tendance, déjà reconnue en Afrique, va s'intensifier à mesure que nos ancêtres migrent un peu partout dans le monde. Les archéologues ont pu suivre leur déplacement en recensant l'extinction des grands animaux. En Europe et en Asie, l'arrivée d'Homo sapiens coïncide avec la disparition du mammouth laineux, du lion des cavernes et d'autres gros mammifères. En Australie, la plupart des animaux de plus de 45 kilos se sont éteints en quelques milliers d'années après notre apparition. L'impact d'Homo sapiens sur les grandes espèces animales s'intensifie à mesure qu'ils s'éloignent d'Afrique. Il y a eu très peu d'extinctions en Afrique, quelques-unes en Eurasie. Mais quand il met le pied en Australie et au Nouveau Monde, c'est une hécatombe. L'homme de Néandertal n'est qu'une des espèces qui se sont éteintes à cause d'Homo sapiens.
Peu à peu, il est repoussé vers des zones marginales d'Europe. Son dernier refuge semble avoir été le rocher de Gibraltar, il y a 28 000 ans. Ensuite, il disparaît totalement, ne laissant derrière lui que des os fossilisés. Pour la première fois de l'histoire, il ne reste plus qu'une seule espèce humaine sur Terre. Cette espèce a colonisé toute la planète. Elle est allée là où vivaient d'autres hominidés et les a menés à l'extinction. Elle est allée en Australie, en Amérique, sur la Lune, et elle ira sur Mars. C'est très curieux, car la façon qu'elle a de surexploiter son environnement est unique en son genre. À l'origine, ce sont les bouleversements climatiques qui ont fait de nous ce que nous sommes. Ils ont déclenché en nous une inventivité nouvelle qui s'est traduite par une cascade de progrès technologiques. La nature exacte de notre différence reste cependant une énigme. Un jour, nous découvrirons des mutations génétiques uniques à notre espèce. Mais les gènes ne représentent qu'une partie de notre spécificité. L'autre est cette création mystérieuse propre exclusivement aux humains, la culture. Homo sapiens est l'espèce du genre humain la plus capable d'adaptation. Quoi qu'il se passe dans le monde, nous avons le moyen de nous adapter. Aujourd'hui, ce moyen s'appelle la culture. Si les glaciers envahissaient l'Arizona, nos poils ne se mettraient pas à pousser. On construirait simplement plus de systèmes de chauffage. La culture est le lieu où nous entreposons nos modes complexes de pensée et de perception. Et nous la transmettons à nos enfants aussi sûrement que nos gènes. L'interaction entre l'évolution culturelle et l'évolution génétique sera au premier plan de la recherche de demain parce qu'une chose est certaine. L'évolution est toujours en marche. Son rythme au niveau génomique s'est accéléré depuis 10 000 ans et continuera sans doute ainsi pendant plusieurs milliers d'années. Où cela nous mènera-t-il? Personne ne peut le dire. Mais notre espèce est encore jeune. Elle a tout l'avenir devant elle.